Bonjour Léo Olivier, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Donc, pour vous présenter, on peut dire que vous êtes avocat inscrit au barreau de Lille, où vous avez effectué vos études. Vous êtes titulaire d'un Master 1 en droit privé et sciences criminelles, toujours à Lille, et d'un Master 2 en droit de la santé et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Vous intervenez à titre individuel et en lien avec le cabinet Pantone Avocat basé à Lille également. Vous exercez notamment en droit de la santé et en droit de la responsabilité des professionnels de santé et du médico-social. Enfin, vous effectuez de la formation initiale et continue à destination des établissements et des instituts de formation en santé et en médico-social. Voilà. Avant que l'on commence, je voudrais simplement que vous nous confirmiez que vous donnez bien votre accord pour l'enregistrement et la diffusion de cette interview. Oui, tout à fait, avec plaisir. Eh bien, c'est magnifique. Alors, donc, première question. Depuis 1985, le titre unique de psychologue est le seul élément du statut juridique de l'ensemble des psychologues. Est-ce que pour vous, c'est un problème ou non? Alors, c'est pas le seul élément, mais effectivement, on va dire que c'est la base, c'est le socle de votre statut juridique. Juridiquement parlant, ça pose pas de problème. La preuve, vous exercez en tant que psychologue, hein, sauf erreur. Mais si ça pose pas de problème, ça veut pas dire que ça pose pas des questions. Et le titre professionnel de psychologue, il est selon moi insuffisant en ce qu'il remplit que partiellement les objectifs de protection de votre profession et les objectifs de protection du public, qui étaient un peu le leitmotiv de la mise en œuvre de ce titre de psychologue. Juste un petit point historique, hein, mais je vous apprends rien. Avant cette loi de juillet 85, il y avait un de vos confrères qui avait une formule, c'était monsieur Marc Richel, je ne sais pas si ça vous parle, qui est psychologue, et qui indiquait qu'une cartomancienne, qu'une voyante, qu'une diseuse de bonne aventure, qui à l'époque trouvait l'étiquette de psychologue plus attrayante, plus publicitaire que la sienne, pouvait impunément s'intituler psychologue, et effectivement, c'était le cas. Donc, en soi, c'est déjà une avancée sur le plan juridique. Maintenant, la protection de votre profession est passée nécessairement par la création de ce titre pour réprimer justement ce charlatanisme, hein, c'est le terme qu'on exprimait à l'époque, en créant une infraction, c'est celui de l'usurpation de titre. Il faut savoir que celui qui se prétend psychologue sans en avoir les diplômes, sans en avoir la formation requise, il peut encourir jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende, et puis tout un tas de peines complémentaires. Je ne vais pas rentrer dans le débat aujourd'hui. Ça permet à vous, un psychologue, et puis aux personnes qui ont recours au psychologue, d'avoir une garantie sur les connaissances et les compétences des psychologues, de garantir votre crédibilité et de constituer d'ailleurs un espèce de corps, de communauté de psychologues avec un socle commun. C'est un premier pas, je disais tout à l'heure, c'est une base, mais c'est juste un point d'ancrage, hein, de votre statut, c'est juste une première pierre. Et si l'usage de ce titre de psychologue est réglementé, la psychologie en elle-même, elle n'est pas réglementée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exercice illégal de la psychologie, comme on peut avoir un exercice illégal du droit, hein. Les avocats ou les notaires ont une certaine chasse gardée, on va dire ça comme ça. Les médecins ont aussi des actes qui peuvent être les seuls à accomplir. Ce n'est pas le cas pour les psychologues, hein. C'est-à-dire que, forcément, les psychiatres font certains actes qui sont dévolus aux psychologues, mais on pourrait très bien être, je ne sais pas moi, psychopraticien ou je ne sais quoi, et faire des actes de psychologie et éventuellement faire des passations de tests, etc., à partir du moment où on ne dit pas « je suis psychologue ». Donc, en soi, c'est pour ça que je vous disais que c'était incomplet. Peut-être que ce serait bienvenu de prendre un décret, un texte qui viendrait lister. Alors, c'est compliqué, hein, de lister, d'enfermer ça dans un carcan et de dire ça c'est psychologique, ça c'est pas psychologique. Mais en tout cas, il pourrait être souhaitable, voilà, c'est une idée parmi d'autres, d'empêcher d'autres professions de faire des actes qui ne sont pas déjà effectués soit par les psychiatres, soit par les psychologues. Une solution intermédiaire et peut-être moins radicale serait aussi de prévoir un texte, une liste limitative d'actes relatifs à la santé mentale, à la santé psychique, qui pourraient être effectués uniquement par les psychologues pour pousser un peu cette réflexion et de venir se dire que c'est pas tout de poser sa plaque et de s'appeler
psycho je ne sais quoi. Si on n'est pas psychologue, si on n'a pas la formation, on ne peut pas faire les actes qui relèvent des actes de psychologie. Et donc, s'il est primordial que tout psychologue puisse prouver qu'il ait ses bases et cette culture, cette connaissance commune, il me semble que j'évoquais là juste à l'instant l'absence de protection des actes de psychologie. On y reviendra certainement tout à l'heure, mais d'autres éléments de la protection de la psychologie pourraient être notamment un code de déontologie qui est opposable et qui puisse être opposé justement à l'ensemble des psychologues et puis à l'ensemble des personnes qui ont recours. Mais je pense que ça fera l'objet de questions par la suite. Effectivement. Entendu. Et là, en même temps, vous parliez également des actes de psychologie donc, qui sont portés par les psychologues, bien sûr, mais qui effectivement peuvent aussi être pratiqués par les psychiatres, donc qui, eux, relèvent du Code de la santé publique. Les psychiatres, oui, tout à fait. Tout à fait, en qualité de médecin, effectivement. Ouais. Ok. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu en quoi ça consiste, du coup, le Code de la santé, et si il serait envisageable et souhaitable d'y intégrer les psychologues? Alors, effectivement, je vais prendre vos questions dans l'ordre. Sur ce que recouvre le Code de la santé publique, c'est assez vaste. Un code, qu'est-ce que c'est, un peu pour globaliser un peu pour les gens qui écouteront cette interview. Un code, c'est un recueil de textes, c'est un recueil de lois qui sont pris par le Parlement et c'est un recueil de réglementations diverses et variées. Pour le Code de la santé publique, on a deux parties. On a une partie qui est justement ces lois et puis une autre qui est construite en miroir qui vient mettre un peu tous ces textes d'application, cette réglementation, ces textes d'explication des lois qui sont dans la première partie. Le Code de la santé publique, il est divisé en 6 parties. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais en fait, il y en a une qui parle de la protection générale de la santé, une autre qui va parler des droits de la femme, de la procréation et puis de l'adolescence, et une autre contre tout ce qui est maladie, pandémie, etc. Et puis, il y en a une, c'est celle qui nous intéresse, c'est celle qui est la 4e partie du Code de la santé publique et qui est celle des professions de santé. Comme vous l'avez dit, les médecins, les psychiatres notamment, en font partie. C'est le cas des chirurgiens dentistes, des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, des audioprothésistes, des diététiciens. En vrai, je vais pas toutes les lister. Il y en a un certain nombre à certains endroits du code. Mais effectivement, j'avais été surpris dans mes études de santé de constater qu'effectivement, le psychologue n'est pas une profession de santé. Pourtant, je m'étais amusé à interroger un certain nombre de personnes et quand on vous demande « est-ce que vous êtes une profession de santé ?» Évidemment, je suis psychologue, j'interviens dans la santé mentale des gens. Mais juridiquement parlant, le Code de la santé publique qui liste ces professions de santé, on ne trouve pas trace des psychologues. Alors, on peut peut-être l'expliquer pour les gens qui ne seraient pas psychologues et qui ne connaissent pas peut-être cette histoire et cette culture des psychologues. Pour certains psychologues aussi, qui ne connaissent pas aussi une partie de leur histoire. Je dirais qu'avant tout, le fait que les psychologues n'y soient pas actuellement, c'est une recherche identitaire de la place du psychologue par rapport aux autres professions. Je vais peut-être faire un petit rappel historique, mais effectivement, il y a une place par rapport aux autres professions de santé qui ne sont pas les médecins. Et puis, il y a parfois soit un antagonisme, soit des parallèles avec la profession de médecin elle-même. Tout à l'heure, je vous ai dit d'abord, il y a les sages-femmes, les médecins, les chirurgiens dentistes. Eux, c'est une catégorie à part dans le code. Et puis, il y a toutes les professions paramédicales. Les psychologues ne sont pas et se revendiquent à ne pas être une profession paramédicale. L'Académie de médecine, elle définit ce qui est paramédical par opposition à ce qui est médical et définit le paramédical par rapport à des actes qui sont prescrits. Donc, qui sont dans des listes, mais qui sont prescrits par les professions de santé, notamment les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmiers, etc. Quand la psychologie a émergé, au début, il faut le savoir, c'était un peu... il y a eu toute une mouvance qui s'est développée. C'était pas forcément toujours très scientifique au début. Puis après, les médecins se sont dit, nous, on a quelque chose à jouer là-dedans. Et puis, dans les années 50, les médecins ont souhaité conserver un peu sous leur coupe les psychologues qui naissaient et sont venus dire, les actes de psychologie, c'est simple. Ça va être des médecins qui vont les pratiquer. Ça va être les psychiatres qui vont les pratiquer. L'autre alternative, ou bien ce serait de créer un corps de psychotechniciens qui seraient des paramédicaux. Les psychologues ont toujours dit
non, mais t'as raison, nous, et d'autant plus maintenant avec la création du titre, on a fait 5 années d'études en psychologie, il est hors de question qu'on soit sous la houlette des médecins. Et puis, les médecins, avant même d'envisager de dire vous allez être sous notre houlette, vous allez être des paramédicaux, encore une fois, je ne parle pas aujourd'hui, je parle d'un point de vue historique, étaient venus se dire ceux qui pratiquent la psychologie, c'est même un exercice illégal. Vous voyez, tout à l'heure, on voyait les exercices illégaux de la psychologie, ça n'existe pas. Et bien, on a tout un tas de jurisprudence. Les jurisprudences, c'est les décisions de justice qui venaient nous dire non, la personne qui pratique la psychologie, la personne qui fait une analyse ou qui passe des tests ne peut être qu'un médecin. On a des affaires, je pense, c'était rapidement une affaire en 1953, l'Ordre des médecins de la Seine contre Dame Clark, qui est une affaire connue, puisque Madame Clark, Madame Clark Williams, était psychanalyste, mais elle n'était pas médecin. Elle a fait des psychothérapies qui avaient une certaine réputation, et puis c'est venu à l'Ordre des médecins, et l'Ordre des médecins l'a convoquée, et l'a jugée, et a porté plainte pour exercice illégal de la médecine, et effectivement, ces juges ont indiqué que tout acte de psychologie, tout acte de psychanalyse, par extension, puisque là, elle était d'orientation psychanalytique, suppose un diagnostic, suppose un traitement, donc c'est un acte médical. Et donc, historiquement, c'était la réflexion qui se faisait à l'époque. On a même tout un mouvement de psychiatres qui, dans les années 60, venait dire que les actes et la passation de tests, je ne parle pas des thérapies, mais vraiment la passation de ces tests, qui se développait beaucoup à l'époque, notamment dans les pays anglo-saxons, la passation de ces tests, c'était un monopole des psychiatres. Et on avait d'ailleurs le syndicat des psychiatres de l'époque qui nous indiquait qu'il y a des thérapeutes non médecins et parmi eux des psychologues. Leur formation est insuffisante pour faire passer ce genre de test. Et donc, il est évident que ce doit être soit des médecins, soit des auxiliaires médicaux qui travaillent sous le regard et sous la prescription, sous-entendu, d'un psychiatre. Donc, c'était vraiment comme ça que c'était envisagé il y a ça encore une cinquantaine d'années. Et c'est pour ça qu'en réaction, petit à petit, les psychologues ont fait leur place. En 85, on a dit le titre de psychologue. La profession est reconnue en elle-même. Et par réaction, un certain nombre de psychologues viennent dire « Mais attendez, on n'a pas voulu de nous à l'époque. Maintenant, on est là. Il est hors de question qu'on soit assimilé et qu'on rentre dans la même case que les médecins, parce qu'on n'est pas médecin, on n'a pas cette formation-là, on n'a pas ces prétentions-là. Mais il est hors de question qu'on soit sous la coupe de ceux qui nous ont rejetés, j'allais dire, à l'époque. » Voilà pourquoi on a bien du mal à faire entrer dans ces deux cases. Ces deux cases, et du coup, je reviens à votre question du Code de la santé publique. On ne peut pas dire qu'ils sont médecins, on ne peut pas les mettre dans ce cursus-là parce que la formation n'est pas la même. On ne peut pas pour autant prétendre qu'ils sont auxiliaires médicaux ou paramédicaux. Et on ne peut pas non plus venir les mettre dans la troisième catégorie qu'il y a dans les professions de santé, qui est tout ce qui relève de la pharmacie, qui est évidemment une autre catégorie. Alors, on pourrait se dire, très bien, dans ce cas-là, on crée une nouvelle catégorie, qui est la catégorie de la santé mentale, de la psychologie mentale. Je ne sais pas si on peut le qualifier comme ça, mais effectivement, c'est ce qui se fait, si on regarde un peu en comparaison dans d'autres pays, en Belgique, juste à côté de chez nous, en Belgique, il y a effectivement, sauf erreur, les psychologues sont des professionnels de soins de santé mentale. Et donc, ils ont une partie et une loi particulière qui réglemente les professions de santé mentale, qui vient dire que les psychologues en font partie. Ça a été une loi de 2014, pour eux aussi, c'est tout récent. Mais voilà un peu une piste qu'on pourrait explorer pour venir vous intégrer, le cas échéant, dans le Code de la santé publique. Maintenant, c'était de mémoire votre deuxième question. Est-ce qu'il y a un intérêt aussi? Parce qu'effectivement, vous ne figurez pas parmi les professions de santé, mais hormis le fait de pouvoir avoir cette casquette-là, quel intérêt de figurer dans un nouveau code? On pourrait très bien avoir un texte à côté et que ça vous irait très bien. C'est une grande question. Je pense que ce sera en termes de communication professionnelle. Le Code de la santé publique dispose que les personnes qui sont considérées comme des professionnels de santé peuvent communiquer avec les autres professions de santé. Sous-entendu, peuvent lever le secret professionnel, le secret parfois médical, à partir du moment où on considère qu'ils sont dans une même équipe, qui sont dans une équipe de soins, qui sont professions de santé. C'est l'un des points qui ferait que ça faciliterait tout un tas d'échanges, même si on est déjà en train d'évoluer là-dessus par rapport aux échanges psychologues-médecins. Avec la notion de secret partagé, du coup, vous voulez dire? Exactement. Okay.
Et puis, une autre, ce serait peut-être, mais on y reviendra aussi sûrement avec les derniers textes qui sont sortis et la prise en charge financière des psychologues pour partie par la sécurité sociale. Et bien effectivement, il y a un certain nombre de codes qui renvoient au code de la santé publique pour venir dire, très bien, ceux qui sont dans cet organisme et dans ce fonctionnement-là ont une prise en charge, pas facilitée, mais en tout cas, les textes sont déjà prêts pour leur permettre d'être financés. Et puis juste, je ferai juste un bémol en disant que les psychologues, en réalité, depuis un certain nombre d'années, ont commencé à avoir leur nom dans le code de la santé publique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas listés dans le paragraphe des professions de santé, mais il y a des hypothèses dans lesquelles le code de la santé publique prévoit que le psychologue ou le médecin psychiatre, de manière alternative, mais en les distinguant bien, peuvent intervenir. C'est le cas en matière de procréation médicalement assistée, de mémoire d'embryon, de recherche sur la personne humaine, et c'est le cas également dans tout ce qui est service d'oncologie, de cancérologie, où on dit doit être prévu dans le service un psychologue ou une profession de santé type psychiatre pour épauler les gens. Et donc voilà, le terme de psychologue commence à être un peu essaimé dans le code, mais vous n'êtes toujours pas reconnu en qualité de profession de santé. Est-ce que c'est pas un problème justement que le terme de psychologue soit inclus qu'il soit prévu dans certaines dispositions, alors que pour autant cette profession n'est pas encore légalement reconnue dans le champ de la santé? Disons que la profession de psychologue commence à être reconnue dans d'autres textes, mais elle n'est pas dans le code de la santé publique. Il faut savoir qu'effectivement, ça compulse un certain nombre de choses, mais le code de la santé publique ne réunit pas toutes les professions applicables. Et par exemple, d'autres professions comme, je ne sais pas moi, diététicien, fait partie du code de la santé publique, mais c'est tout récent. Il y a de ça 20 ans, ça n'en faisait pas partie. Pourtant, la profession existait, pourtant, il y avait un financement, pourtant, il y avait une reconnaissance. Oui. Okay. Ouais. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les psychologues sont très attachés à leur formation et leur statut de sciences humaines et pas de sciences médicales. À votre avis, est-ce qu'il y a une impossibilité juridique de rester dans ce champ de formation tout en étant inclus en tant que professionnel de santé? Ce serait effectivement assez inédit. Maintenant, pourquoi pas, je dirais, je connais pas de texte qui empêcherait effectivement que figurer dans le code de la santé publique, que constituer une profession de santé, sous-entend qu'on ait fait ses études à la faculté de médecine. Déjà, ce n'est pas le cas parce que si on prend en compte les infirmiers, les kinés ou autres, ils ont un socle commun peut-être, mais ils ont des instituts particuliers qui les forment. Ça pourrait très bien être le cas pour les psychologues. Maintenant, si effectivement on pense les psychologues comme une branche à part entière du code de la santé, comme on l'a envisagé tout à l'heure, vraiment une catégorie à part, là, ce serait au niveau universitaire que ça grincerait peut-être un peu des dents parce que, il faut savoir qu'actuellement, les psychologues dépendent du ministère des études supérieures, mais eux incluent de plus en plus en parallèle la psychologie dans les cours. C'est-à-dire que même les études de santé qui ont été revisitées là, il y a 1 ou 2 ans, les premières années de santé, ils peuvent choisir des options pour choisir des cursus psychologiques. Donc, ça sous-entend que petit à petit, on commence à enseigner la psychologie dans les autres facultés. Maintenant, est-ce qu'on pourrait conserver dans des facultés de sciences humaines la discipline de psychologie? Je ne vois pas, en tout cas d'un point de vue légal à ce stade, ce qui empêcherait de maintenir cette structure-là.